Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour à nos intervenants, Virginie, Alexis et Nicolas. Bienvenue à ce deuxième webinaire de notre semaine du numérique en Amérique latine. Ce rendez-vous de cet après-midi est dédié au secteur de la e-santé. On va voir ensemble quelles sont les perspectives d'opportunités sur ce marché-là pour vous, entreprises bretonnes. En Amérique latine, vous allez le voir, la population, une grande partie de la population n'a pas accès aux soins de santé. 30% pour des raisons financières, 21% pour des raisons, pour des raisons géographiques. La population vieillit et beaucoup de maladies, notamment liées à l'obésité, sont en augmentation. Donc, la e-santé prend toute sa place avec cette évolution donc de la population qui vieillit, des maladies qui augmentent. La e-santé prend toute sa place dans le marché et est en plein essor. On note d'ailleurs, rien que sur l'année 2019, une croissance de 15% dans le secteur de la e-santé. Et cet essor, il est dû notamment au progrès technologique, bien sûr, que l'on peut constater sur toute la zone d'Amérique latine. C'est dû aussi à une croissance des revenus des ménages et à un taux de pénétration des mobiles connectés à Internet qui figure d'ailleurs parmi les plus élevés au monde. Sans parler des déficiences du système de santé traditionnel. Tout ça fait en sorte qu'il y a des besoins et que le domaine de la e-santé est en pleine expansion. Tous ces facteurs donc, favorisent les opportunités pour vous, entreprises bretonnes, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans la digitalisation des données, mais aussi dans tous les savoir-faire et les compétences que vous pouvez avoir pour répondre aux besoins de ce secteur. Et ces besoins, on va les balayer cet après-midi et on va voir ensemble quelles sont les ouvertures pour vous dans ce domaine. Je vais vous présenter nos intervenants donc de cet après-midi, intervenants qui sont avec nous toute cette semaine pour les trois différents sujets que l'on va traiter durant cette semaine du numérique en Amérique latine. Je vous présente donc Virginie et Alexis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Karen. Bienvenue et merci encore une fois de partager votre expertise avec nos entreprises bretonnes connectées avec nous cet après-midi. C'est vraiment un plaisir. Merci à vous. Alexis et Virginie font donc partie de la société Latam Bridge, qui est l'un de nos prestataires agréés du réseau BCI, et ils sont basés au Mexique. Néanmoins, leur terrain de jeu couvre plusieurs pays, vous allez le voir, d'Amérique latine. On ne va pas s'arrêter à ce webinaire de cet après-midi uniquement au Mexique. Avant de passer la petite vidéo traditionnelle qui va vous présenter donc d'une part Bretagne Commerce International et les différents services qui s'offrent à vous, j'aimerais vous rappeler le fonctionnement de ce webinaire. Donc, il se veut interactif. N'hésitez pas à prendre la parole tout au long des différents points que l'on va aborder ensemble cet après-midi. C'est vraiment un moment privilégié pour vous, pour partager votre expérience, pour exposer à nos deux experts vos problématiques. Et puis partager votre expérience, qu'elle soit positive ou négative. Personne mieux qu'une entreprise peut se faire comprendre et s'adresser à d'autres entrepreneurs. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre la parole et à nous interrompre au fil de l'eau au cours de ce webinaire. Vous pouvez le faire soit par écrit, soit en levant la main, et auquel cas j'activerai votre micro. La quatrième personne qui est avec nous cet après-midi, il s'appelle Nicolas Plantis. Vous le connaissez pour la plupart d'entre vous déjà. Nicolas est chargé d'affaires à BCI pour toute la partie numérique et cybersécurité. Je vais lancer la petite vidéo. Ça dure 4 minutes. Je vous remercie par avance pour votre attention. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non.
Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export par la sensibilisation et l'information avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI sait aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde liée au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant. Avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Merci pour votre attention. Je vous ai remis ici une petite diapo pour vous reparler de l'Open de l'International. À noter dans vos agendas le 5 juillet prochain pour une version, pour la 2e fois, une version online de l'Open, circonstances Covid oblige. Contrairement à l'édition 2020, cette année, on enrichit la formule online 2021. Vous aurez évidemment l'opportunité de vous organiser des rendez-vous B2B avec des entreprises bretonnes, mais aussi avec tout notre réseau de prestataires agréés à l'étranger. Et on vous proposera également plusieurs ateliers thématiques, des focus pays, des tables rondes, des ateliers techniques et réglementaires, ainsi que de développement commercial. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas le 5 juillet 2021. Vous recevrez le moment venu un mail pour vous inviter à vous connecter et à vous inscrire. C'est gratuit. À cet Open de l'International 2021. Un dernier petit mot sur la prise de notes pendant le webinaire. Pas de panique pour
pour la prise de notes. La présentation de cet après-midi sera disponible en intégralité sur la plateforme BCI Info. Vous avez ici tous les autres livrables, les autres supports que vous pouvez retrouver sur cette plateforme via notre site web. Le webinaire de cet après-midi est également enregistré, donc le podcast sera disponible lui aussi sur BCI Info d'ici quelques temps. Enfin, avant de laisser la parole à Alexis, un tout petit mot en ce qui concerne la fin de ce webinaire. Lorsque vous allez vous déconnecter, je vous remercie par avance de prendre une petite minute pour répondre au questionnaire de satisfaction qui va vous être soumis lorsque vous allez vous déconnecter. Ça prend sincèrement 1 minute pour le remplir et c'est vraiment important pour nous, BCI et nos intervenants, d'avoir votre retour, vos remarques, vos suggestions sur les axes d'amélioration à apporter, sur les prochains sujets que vous souhaiteriez voir traités en webinaire ou en réunion d'information. Donc, merci beaucoup par avance de prendre cette petite minute pour répondre au questionnaire. Alexis, je vais te laisser la parole. Je vais même te laisser le partage d'écran. Je te laisse prendre la main. Si tu es prêt, c'est bon pour moi. Alexis? Alexis, es-tu toujours là? On a un petit souci technique. Mince. Bon, ça, ce sont les aléas du direct. Alexis, est-ce que tu es là? Le revoilà. Ton micro est éteint. Voilà, ça y est. C'est bon pour toi? Bon, ça devrait être bon. J'espère que je n'ai pas de soucis de connexion. Il y a eu des petits signes un petit peu inquiétants pendant que tu parlais, mais j'espère que ça s'est résolu. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Yes. Très bien. Voilà. Le titre. OK, super. Merci beaucoup, Karen. Comme toujours, c'est un plaisir de travailler avec BCI à plein de points de vue. Tu as fait un résumé qui était absolument parfait de la problématique de l'e-santé en Amérique. Donc, je ne suis pas certain que je vais en refaire un. C'était vraiment en plein dans le sujet. Peut-être simplement quelques remarques complémentaires. Le secteur de la santé en Amérique latine connaissait et connaît toujours des déficiences fortes. Et l'arrivée de ces technologies de l'e-santé constitue une opportunité presque plus grande que pour d'autres régions du monde qui ont un secteur de la santé plus développé. Ça pourrait permettre de compenser un retard de façon extrêmement forte. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Moi, je t'entends très bien, Alexis. C'est parfait. Et donc, de la même façon que certains pays qui n'avaient presque pas Internet il y a une vingtaine d'années, contrairement à la France qui passait déjà par la DSL, ont pu développer un réseau Internet beaucoup plus puissant que le réseau européen quand est arrivée la fibre optique. Donc on a pu faire un saut très qualitatif. La même chose pourrait avoir lieu dans le secteur de l'e-santé en Amérique latine. La santé tout court, beaucoup de problématiques, beaucoup de déficiences qu'évoquait Karen, un pourcentage énorme de la population qui n'a pas véritablement accès à des soins de santé, 150 millions à peu près pour des raisons géographiques et environ 200 millions pour des raisons économiques. Donc évidemment, ces deux pôles de population se recoupent, donc il ne faut pas les additionner, mais on parle de plusieurs centaines de millions de personnes qui n'ont pas un bon accès à la santé. Mais certains atouts de l'Amérique latine, comme un taux de pénétration très fort et portable, pourraient permettre de faire un bond qualitatif spectaculaire et très rapide. Et en tout cas, tout semble l'indiquer actuellement.
voilà, donc on parlera du panorama général de l'Amérique latine en quelques mots, de façon brève. L'idée de ce webinaire est d'être succinct et de vous permettre de poser des questions à tout moment, plutôt que de rentrer vraiment en profondeur dans la totalité des sujets qu'on aborde. Et puis on a 1 heure pour le faire, donc il y a beaucoup de sujets à aborder. On va parler du cadre juridique. La raison pour laquelle on le fait, c'est parce qu'on pense que c'est la meilleure clé de lecture de ce qui est en train de se passer en Amérique latine. Le cadre juridique reflète le niveau de préparation, la maturité, la prise de conscience des différents pays de la zone sur cette problématique-là. On parlera évidemment des opportunités de marché qui sont multiples et on rentrera dans quelques considérations pratiques sur la meilleure approche pour des entreprises françaises bretonnes qui souhaiteraient explorer et rentrer en Amérique latine sur ce secteur. Quelques mots sur l'Amérique latine, un continent souvent mal connu en Europe, en France. Donc l'Amérique latine, c'est l'Amérique du Nord avec le Mexique, l'Amérique centrale avec plusieurs pays relativement petits et l'Amérique du Sud. C'est une zone qui a une classe moyenne en plein essor. C'est généralement ça qui va nous expliquer les évolutions et les tendances dans un grand nombre de secteurs et d'industries. C'est cette classe moyenne qui était très faible il y a 30 ans et qui commence à devenir une des classes dominantes du continent, avec des dizaines de millions de personnes qui rentrent dans une phase plus élevée de la pyramide de Maslow, qui vont pouvoir acheter plus de services, qui vont faire attention à leur bien-être, qui vont prendre conscience écologiquement, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très porteur en Amérique latine. C'est une zone qui a énormément d'accords commerciaux avec le reste du monde, notamment le Mexique, qui est le pays au monde qui a le plus d'accords commerciaux avec le reste du monde. C'est surprenant, mais c'est comme ça. 47 en tout. Évidemment, le Mexique est aussi une porte d'entrée privilégiée pour les États-Unis et le Canada de par le nouveau traité qui existe. Voilà, beaucoup de startups, 21, enfin beaucoup, c'est moins qu'en Asie ou qu'en Europe, mais il est quand même à noter que les 21 startups estimées à plus d'1 milliard de dollars, donc on appelle ça les licornes, sont locales, sont le fruit d'initiatives et d'innovations locales et sont en train de générer des écosystèmes là où elles sont nées, à Mexico, à Buenos Aires, dans pas mal de villes du continent. Donc tout ça, c'est plutôt un indicateur excellent sur les prospects dans les 5 à 10 prochaines années. Voilà. Je ne rentre pas dans plus de détails, mais c'est un pays très, très prometteur. Alors, sur le panorama. Donc, on le disait, un tiers de la population en tout qui n'a pas accès à des bons soins de santé pour des raisons financières, et puis des zones comme le Brésil ou l'Argentine qui sont tellement vastes qu'on a des régions entières qui peuvent faire la taille de plusieurs départements français qui n'ont presque pas de couverture médicale, et donc des obstacles géographiques quasiment infranchissables pour ces populations-là. On a des problèmes de santé très forts dans la zone, notamment l'obésité, des habitudes alimentaires malsaines, et donc beaucoup de maladies chroniques qui sont en forte croissance, et des progrès technologiques, donc Karen le disait, qui en ce moment sont en train de bouleverser tout ce paysage-là. Une chose qu'on constate très fortement, qui a été un des facteurs qui a conduit la croissance de l'e-santé en Amérique latine, c'est l'intelligence artificielle. On peut estimer, certains experts estiment, que d'ici 5 à 10 ans, véritablement, l'intelligence artificielle constituera la quasi-totalité de ce qu'on appellera l'e-santé. Donc l'e-santé a une croissance de quasiment 20% par an sur les prochaines années, mais l'intelligence artificielle au sein de l'e-santé aura une croissance de moins 40%, ce qui montre vraiment une invasion, une expansion très très forte de ce sujet-là, qui va être le facteur dominant. Voilà, on voit la taille du marché qui est considérable, 1,2 milliard en 2020 et presque 2,5 milliards en 2025. Donc un doublement
ce qui fait un taux de croissance annuelle de 15%, énormément de dynamisme. Et ce taux de pénétration très fort des smartphones de 70%, qui malgré son importance continue à croître de façon considérable, va constituer un des atouts majeurs de l'e-santé en Amérique latine, permettant de connecter une grande partie de la population. Les estimations les plus récentes pour 2021, peut-être Virginie que tu souhaites tu souhaites le... Suite aux échanges qu'on a pu avoir avec différents experts du secteur sur différents pays d'Amérique latine, et 2020 a été une année compliquée à cause, bien entendu, de la crise Covid que tout le monde a connue. Et il est vrai qu'en 2020, les investissements dans des solutions de e-santé ont eu tendance à stagner, à s'arrêter, puisque les investissements étaient reconcentrés sur la lutte contre la Covid. Et on estime qu'en 2021, il va y avoir à nouveau une croissance exponentielle des investissements sur différents segments de la santé, en passant de la surveillance, toute la partie télémédecine, télésanté, toute la partie intelligence artificielle pour l'amélioration des diagnostics cliniques prédictifs, les assistants virtuels sur les applications de médecine préventive, et il y a aussi une forte dynamique sur le suivi à distance des patients après la décharge en sortie d'hospitalisation. Donc, il y a vraiment un investissement généralisé sur l'ensemble des pays. Ces investissements sont plutôt portés par des initiatives privées, par des hôpitaux et des cliniques privées. En Amérique latine, la part d'hôpitaux et cliniques privées est bien plus importante que la part d'hôpitaux et cliniques publiques, et plus spécialisée, plus à la pointe et plus développée. Malheureusement, le secteur public est plus en retrait et plus déficient, comme l'avait dit Alexis. Alexis, Allô? Oui, on a eu un petit moment, je pense, de déphasage. En fait, depuis le début de ce webinaire, mon ordinateur n'arrête pas de me signaler que la connexion est très faible de mon côté. Et j'ai beaucoup de messages. Donc, si à un moment vous ne m'entendez pas bien, dites-le moi. Levez la main ou faites-moi un signe. Voilà. Et je suis dans un business center. Donc, une des raisons d'être venu dans un business center, c'est justement de ne pas avoir de problème de connexion. Donc j'en suis tout à fait navré. Voilà. Très bien. S'il y a trop de problèmes si la bande passante est mauvaise, Alexis, à un moment, dans ces cas-là, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on coupe la vidéo. Ça permet d'avoir un débit un peu plus élevé. On ne te verra pas, on t'entendra seulement, mais ça peut être une solution pour que ça passe un petit peu mieux si besoin. Je vais faire ça immédiatement, Karen, et voyons si ça améliore les choses. Voilà, c'est fait. Très bien. Usage concurrentiel, comme vous voyez, des grands groupes déjà présents en Amérique latine. Ces grands groupes sont surtout eux-mêmes en affaires avec des grands groupes hospitaliers, du secteur privé. Comme le disait Virginie, le secteur hospitalier en Amérique latine est avant tout un business. On ressent ça à énormément de niveaux d'interaction avec ce secteur. C'est pas la même tradition qu'en Europe, c'est pas le même ressenti, c'est pas la même approche. Comme entrepreneur, on rentre dans le monde médical pour faire de l'argent, pour faire des affaires, pour construire des hôpitaux très rentables.
c'est vraiment le cœur du secteur de santé en Amérique latine. Donc, il y a évidemment des hôpitaux publics, certains qui sont excellents, mais ça reste quelque chose de, peut-être pas de marginal, mais de beaucoup moins important que le secteur privé. Et c'est quelque chose qu'il faut très, très bien comprendre quand on a un ressenti et une culture européenne. C'est pas la même approche. Voilà, donc des groupes que vous reconnaîtrez certainement ici dans cette liste. Et passons au cadre juridique des principaux marchés d'Amérique latine. Il y a 33 pays, donc évidemment on ne les couvre pas tous. Et on va s'attacher à regarder ce que font les principaux marchés de l'e-santé en Amérique latine. Commençons par l'Argentine, qui a mis en place en 2018 un plan très ambitieux de télésanté qui régule l'interaction entre le médecin et son patient à l'heure des échanges digitaux et à distance. Donc assez bon timing par rapport au Covid, c'est ce qu'on constate actuellement. En 2019, le ministère argentin de la Santé qui publie un guide de recommandation pour l'offre de télésanté. Donc c'est une véritable prise de conscience des enjeux, mais aussi des opportunités, et la volonté, au lieu de laisser croître de façon libre, de le réguler, de le cadrer et de l'optimiser. Donc énormément d'initiatives. Derrière ce plan, il y a évidemment beaucoup d'entreprises du secteur privé qui prennent des initiatives, qui mettent en place des différents projets dont vous parlera plus tard Virginie pour certains d'entre eux. En 2020, ça c'est une donnée qui est quand même assez frappante, la province de Tucumán, plutôt dans le nord du pays, met en place un système de consultation fonctionnel dans lequel les patients communiquent de façon très aisée et fluide avec les spécialistes dont ils ont besoin. Notamment une augmentation de l'efficience de ces échanges. Les spécialistes peuvent parler à beaucoup plus de patients ou de clients, comme on dirait. Donc voilà, tout ça vraiment qui dénote un grand niveau de maturité. Si tu me permets, Alexis, juste pour… Pardon, Alexis. Oui. Pardon. Sur l'Argentine, avant de conclure sur la partie cadre juridique, il est important de montrer qu'effectivement, il y a un cadre. Par contre, en termes d'écosystème, et on va avoir quelques informations sur chacun des pays, mais en termes d'écosystème, l'organisation est peut-être pas celle de la France ou de l'Europe avec ses pôles de compétitivité, ses clusters. Là, on est plus sur des regroupements d'associations de santé publique, pour l'économie de la santé, pour la promotion de la santé, ou de regroupements d'acteurs privés de l'industrie pharmaceutique et biotechnologique et biotech. Mais on n'a pas aujourd'hui forcément un écosystème très fort en Argentine, tel qu'on l'a en France et en Europe. Et une info intéressante sur l'Argentine, tout à l'heure nous parlions de l'aspect hôpitaux privés et hôpitaux publics. Sur la ville de Buenos Aires, 79% du système de santé est privé. Donc c'est un chiffre à retenir parce que ça ouvre de nombreuses opportunités. Super. Et excuse-moi Virginie, je rebondis sur ce que tu viens de dire, les 79% du secteur, que couvre le secteur privé, c'est juste à Buenos Aires ou sur toute l'Argentine? Alors, sur toute l'Argentine, au niveau national, il y a 55% d'hôpitaux privés. Mais dans la ville de Buenos Aires, le chiffre est suffisamment impactant pour le mentionner, c'est que 79% du système de santé est privé. Donc, c'est un marché à considérer. Et ça veut dire aussi, si je peux me permettre, qu'on n'aborde pas le secteur privé comme on pourrait aborder le secteur public non plus. Alexis disait tout à l'heure que c'était Tout à fait. besoin d'avoir un certain rendement et un retour sur l'investissement de leurs équipements. Donc, oui, complètement. En France, on a vécu le passage
du rachat de plusieurs hôpitaux cliniques par des groupes privés et ça s'est fait sur quelques années. Ici, vraiment, la création de structures privées est un business à la base. Donc, ils le pensent réellement avec un business modèle où, effectivement, le retour sur investissement doit être quantifié et répondre à leurs objectifs. D'où l'importance pour les entreprises bretonnes qui ont potentiellement l'habitude de vendre leurs solutions en France avec un certain discours, de ne pas faire du copier-coller, mais ça c'est la base de l'export, de ne pas faire du copier-coller et de s'adapter au contexte, en l'occurrence argentin, qui sera forcément différent, quoi. Et c'est important ce que tu mentionnes, Nicolas, parce que dans la partie contexte, il y a aussi la partie sécurité sociale qui a sa spécificité dans chaque pays et qui ne fonctionne absolument pas comme le modèle français, en l'occurrence. Et comme Alexis mentionnait et Karine aussi en introduction, tout le monde n'a absolument pas accès aux soins de santé aujourd'hui et la dimension financière est un point très important. Donc chaque pays, on va voir le cadre juridique, chaque pays a un cadre juridique particulier. Et ce qui est déjà bien, il y a un cadre juridique. Donc, ça montre que c'est des pays quand même qui ont investi et qui sont dans cette dynamique de digitalisation, de démocratisation de l'accès à la santé aussi, parce que la technologie a pour objectif aussi celui de pouvoir démocratiser cet accès à la santé. Donc, chaque pays a aussi son système de sécurité sociale bien différent. Oui, absolument. L'approche est vraiment sensiblement différente ici. Pour parler du Mexique, évidemment, qui est un très grand marché, c'est vraiment une stratégie qui est menée plus qu'ailleurs encore par le secteur privé. Le secteur public n'a quasiment rien fait sur ce sujet-là. Donc, plus encore que dans d'autres pays de la zone, on s'adresse exclusivement au secteur privé pour ce genre de questions. Et le secteur privé, évidemment, y a bien vu son intérêt, puisque plusieurs des technologies proposées vont permettre à l'hôpital d'être plus efficient, vont lui permettre de traiter plus de patients, vont lui permettre d'avoir accès aux données plus facilement et donc à moindre coût, etc., etc. Donc, encore une fois, dans une optique de business model, le retour sur investissement de certaines des technologies peut être très rapide. Il peut être de 6 mois ou d'1 an. Et donc ça, évidemment, c'est des arguments extrêmement forts en Amérique latine, au Mexique. Voilà. Certains hôpitaux vont être capables d'offrir plus de spécialités grâce à ces technologies-là. Ça, c'est quelque chose de très attrayant. Aujourd'hui, on est dans un paysage où il est assez rare d'avoir des hôpitaux privés qui offrent la totalité des spécialités, tout simplement parce que le volume n'est pas suffisant et qu'encore une fois, la rentabilité prime. Certaines des technologies de e-santé sont très prometteuses et vont permettre de remédier, entre guillemets, à cette situation et à certains hôpitaux ou à certains groupes d'hôpitaux d'offrir la totalité de leurs spécialités dans la totalité des implantations qu'elles ont. Donc là, encore une fois, une très, très grosse opportunité. Et tous les... Je t'en prie, Virginie. Non, vas-y. Non, il y avait au Mexique, ces 10 dernières années, il y a une donnée aussi intéressante sur cet aspect santé privée, c'est que chaque année se créent 100 nouveaux hôpitaux privés sur le Mexique. Donc, on a un marché en explosion et qui quand chaque nouvelle entité privée créée chaque année, dès le début, on n'est plus vers la digitalisation, on est sur l'intégration initiale d'offrir un service de santé digitalisé avec les meilleures et dernières solutions. Donc là aussi, je pense que ça peut être des opportunités intéressantes pour les entreprises de Bretagne.
Virginie, justement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, sur la centaine d'hôpitaux, est-ce que tu sais si ils sont créés par 1, 2, 3 acteurs, ou à chaque fois ce sont des acteurs indépendants Non, le système de santé privé au Mexique, on va dire qu'il y a 120 acteurs privés majeurs, si tu veux, qui ont développé un premier groupe et qui deviennent ensuite des hôpitaux qui se développent dans chaque région, municipalité mexicaine. Donc non, à chaque fois, ça n'est pas un nouvel acteur. Malgré tout, comme on en discutait sur la cybersécurité, sur le manque d'acteurs locaux, aujourd'hui, et comme vous avez pu vous en rendre compte dans les précédents propos, la majorité des acteurs intervenant aujourd'hui et proposant des solutions de digitalisation e-santé sur l'Amérique latine sont des acteurs internationaux, des très grands groupes qui vont aller sur des très grosses structures hospitalières. Après, il y a en dessous de ça des plus petites structures qui sont encore au papier. Tout à l'heure, on va avoir quelques cas pratiques et cas concrets d'hôpitaux privés qui ne font pas partie de grands groupes et qui commencent tout juste à digitaliser un de leurs départements en papier à version dossier électronique petit à petit, quoi. Okay. Donc, il y a quand même un fort... tout n'est pas... Le marché est quand même fragmenté, même s'il y a un nombre d'acteurs très important déjà bien établi, il y a quand même une grosse part de marché encore à prendre. Okay. Absolument. Pour compléter peut-être ce que disait Virginie, on constate des groupes existants, par exemple le Mexique, un groupe très fort comme un groupe Christus Muguerza, qui a un business model qui marche vraiment bien et qui sont en train de croître à une vitesse ahurissante. Donc là, c'est le même groupe qui va ouvrir des hôpitaux. Et on a aussi des hôpitaux qui naissent de l'initiative des médecins de médecins qui se groupent ensemble pour créer leur propre hôpital. Par exemple, le groupe Doctors Hospital, il porte bien son nom. Il a été créé exclusivement par des médecins qui sont allés chercher des financements, évidemment. Mais donc, tous les actionnaires sont médecins et ont décidé, plutôt que de travailler pour des structures existantes, de créer le leur. Et puis, il y a une troisième tendance qu'on dénote. Il y a des grandes multinationales, par exemple le groupe FEMSA, qui détient des petites boutiques qui vendent un petit peu de tout, comme les 7-Eleven, qui s'appellent les Oxxo. Ils en ont 14 000, ils détiennent des milliers de stations-service. C'est un mastodonte. Et ils ont commencé il y a quelques années à se dire, ah bah tiens, la santé c'est intéressant. Donc ils ont racheté des chaînes de pharmacie. Et je sais de sources sûres qu'en ce moment, ils ont des discussions très avancées pour voir s'ils ne vont pas commencer à créer leurs hôpitaux. Et donc, c'est un groupe de la distribution de produits agroalimentaires de basse qualité, des chips, du chocolat et du coca, qui se dit, bah tiens, pourquoi on ne mettrait pas nos hôpitaux? Donc, je ne sais pas si ça se fera, mais ça vous montre vraiment la différence de climat. Et ça, c'est 3 cas de figure distincts qu'on peut voir sur le Mexique et de façon plus générale sur l'Amérique latine. Ça répond bien à ta question, Nicolas? Oui, Alexis. Yes, merci. Au Brésil, où beaucoup d'initiatives ont été prises également, c'est un des pays qui est le plus mûr sur ces sujets-là. Alors, ça varie évidemment selon les régions. Virginie vous parlera d'une expérience qui a été faite au Brésil qui est très intéressante également. Le Brésil est un des 2 pays justement qui souffre le plus de sa géographie. Donc le potentiel est énorme au Brésil pour mettre des zones entières, pour médicaliser des zones entières du pays. Et certaines de ces initiatives pendant le Covid ont été soutenues par le ministère brésilien de la Santé, qui a temporairement autorisé la télémédecine. Donc ça
ça agit comme un catalyseur. Et il y a fort à parier, les experts pensent que cette autorisation temporaire va être prolongée et va finalement devenir définitive, va constituer la base de ce que sera demain la réglementation de l'e-santé au Brésil. Une loi prise à la hâte qui finalement s'est avérée assez bonne. Je ne sais pas, Virginie, si n'hésite pas à compléter mes remarques. Non, le potentiel, enfin, le Brésil est un marché effectivement énorme par sa taille, même si actuellement ils sont plus préoccupés par la gestion de la crise Covid. Néanmoins, le nombre de structures privées aussi au Brésil ne cesse d'augmenter. Donc, là aussi, c'est un marché à considérer. Alors, la Colombie, encore un autre pays bien avancé. En Colombie, un élément vraiment intéressant, je vois qu'il est donc en France 16h45, donc je vais essayer de passer un petit peu plus vite, mais vous n'hésitez pas à nous interrompre. Je ne veux pas déborder sur le temps qui nous est imparti. Un élément vraiment central en Colombie, c'est que la loi a maintenant mis en place un droit d'accès à des soins de santé qui répondent à un certain nombre de normes. Et ce droit qui a été institué par la loi colombienne pourrait constituer une excellente base pour rentrer dans ce pays et pour offrir des solutions, parce que le droit en soi n'a pas une portée très grande à partir du moment où c'est le secteur public qui devrait réaliser des investissements considérables pour le rendre réel, et ça ne se fera pas. Mais certaines des solutions de e-santé vont permettre à l'État colombien de répondre à ses obligations conformément à cette loi de façon très satisfaisante, très rapide et à moindre coût. Donc là, contrairement aux autres pays de la zone, il y a peut-être une belle carte à jouer avec le secteur public et évidemment avec le secteur privé qui peut représenter les intérêts du secteur public dans certaines zones. Opportunité de marché. On y arrive. Alors, une très grosse opportunité sur la digitalisation de l'information. L'opportunité est très grosse tout simplement parce qu'on parle de technologies qui sont déjà très au point. C'est des choses qu'on sait bien faire. C'est des choses qui ne sont pas excessivement difficiles et complexes à réaliser. Et c'est surtout des démarches qui vont porter des fruits à court ou moyen terme. Donc c'est des investissements qui sont faciles à réaliser pour le groupe, pour le secteur privé hospitalier. On parle notamment des dossiers de santé électronique qu'on connaît aussi en France et qui sont considérés comme un petit peu le fer de lance de l'e-santé dans pas mal de régions. On pense que sur ce produit-là, le dossier de santé électronique, on va atteindre une croissance de quasiment 20% par an d'ici 2025, enfin chaque année jusqu'à 2025, et au-delà, pour être une croissance encore plus forte quand il y aura une dynamique très forte qui sera enclenchée. Les bénéfices, on les connaît tous. Sur les barrières, il peut y avoir un manque de financement à certains endroits et surtout un manque d'infrastructures dans certains hôpitaux. Donc un des obstacles auxquels on va faire face, c'est que le business case, il est très très clair pour le DES, mais l'investissement nécessaire, ça ne va pas seulement être le DES, mais ça va être aussi un investissement complémentaire en infrastructure pour le rendre possible. Et c'est cet investissement-là qui peut tuer un obstacle. Évidemment, l'absence de normes d'interopérabilité, un mot que j'ai du mal à dire. Dans l'IoT, c'est extrêmement important de planifier ces choses-là en amont et de s'assurer que les systèmes qu'on met en place vont être compatibles avec un maximum d'autres langages et d'autres technologies. Par la suite, quand on réalise le scale-up, ça va être une clé du succès.
Est-ce qu'il y a des questions? Je te coupe un petit peu, Alexis, pour rebondir. Nicolas, tu voulais intervenir aussi? Oui, je voulais juste poser une question. On parle de digitalisation des systèmes de santé. Donc, ça veut dire qu'on va fournir une solution logicielle. On parle des opportunités et des barrières. Est-ce qu'il y a justement des barrières qui sont liées au médical et au logiciel tel qu'on peut le connaître, par exemple, dans certains pays de l'Est ou en Russie, où il y a vraiment des enregistrements spécifiques à faire pour tout ce qui est logiciel de santé? Est-ce que vous avez connaissance de ces Alors, choses? pas à notre connaissance, Nicolas, merci pour cette question. À notre connaissance, non. Les obstacles qu'on peut éventuellement identifier, c'est que la loi va distinguer entre des choses qui sont d'ordre technologique et qui ne rentrent donc pas dans le giron des activités régulées par les lois qui régissent la médecine, et celles qui y rentrent. Et donc, celles qui y rentrent vont évidemment avoir un cahier des charges et devoir répondre à plus de normes et d'obligations. Mais pour vraiment répondre à ta question, à notre connaissance, ce genre de démarche n'existe pas, ou pas encore, en Amérique latine. On arrive relativement tôt, donc les obstacles ne sont quand même pas nombreux, et on ressent beaucoup plus d'opportunités et de possibilités que d'obstacles ou de démarches contraignantes à ce stade. Pour rebondir et pour appuyer le propos d'Alexis, dans l'un de mes échanges avec un des experts e-santé qu'on a pu contacter, et il m'a carrément dit, aujourd'hui, il y a une vraie fenêtre parce qu'il y a un manque de normes. Donc, au final, il n'y a pas, si tu veux, la réglementation, il y a un cadre, mais la réglementation est très, très souple actuellement. Donc, de ce fait-là, c'est une belle fenêtre aussi. Absolument. Et on constate souvent ça en Amérique latine. Le législateur, généralement, n'est pas visionnaire. Et donc, les industries naissent, s'autorégulent un petit peu elles-mêmes, mais pas tant que ça. Et à partir du moment où elles atteignent une certaine taille critique, le législateur commence à se poser des questions et se dit, bah, tiens, il faudrait peut-être un petit peu réguler, et va généralement se calquer sur l'existant. Avec cette primauté du business, la régulation ensuite ne viendra pas complètement détruire des pans entiers de l'économie. C'est quelque chose qu'on voit, je pense, jamais. Et va un petit peu encadrer, un petit peu s'adapter à ce qui existe déjà et qui est né finalement d'une impulsion purement business. Donc, on peut tout à fait parier. Certaines des personnes avec lesquelles j'ai parlé m'expliquaient ça, que ça va être la même chose sur l'e-santé. Ce secteur va croître à une vitesse ahurissante, va s'établir comme un pan important de l'économie. Et ensuite, le régulateur va véritablement se pencher dessus, regarder s'il n'y a pas des abus qu'il faudrait punir, des pratiques qu'il faudrait limiter, mais va calquer complètement ces lois sur l'existant. Donc, à ce stade, en fait, c'est le Wild West, c'est un champ d'opportunités considérable. Très bien. Virginie? Oui. Oui, quelques cas pratiques qu'on a pu voir ici en Amérique latine pour vous donner quelques exemples de ce qui a pu être mis en place au niveau des dossiers de santé électronique avec l'Uruguay et le Costa Rica qui, eux, ont été réellement précurseurs dans la digitalisation de leur système de santé. Dès 2012 pour le Costa Rica et dès 2014 pour l'Uruguay, où les deux pays donc, ont mis en œuvre le dossier de santé électronique. L'Uruguay même était encore donc, plus loin, puisque de la mise en œuvre de ce système fédéré de dossiers santé électronique initié en 2014, aujourd'hui, il dispose d'une plateforme centralisant l'ensemble des données cliniques de tous les établissements de santé de l'Uruguay. Donc, ils ont réellement réussi à créer une dynamique fédérée et centralisée.
une plateforme donc en temps réel où l'ensemble des acteurs de la santé ont accès aux informations des patients et des structures. Au Costa Rica, également, le Expediente Digital Único en Salud, le dossier de santé électronique, a connu un fort développement et sa mise en œuvre a été étendue à tous les niveaux de soins, et d'où ça a d'ailleurs gagné un prix des Nations Unies en 2019 pour le prix du service public dans la transformation digitale des institutions publiques. Et un autre exemple intéressant est celui de la Fondation contre le cancer du sein à la ville de Mexico, qui a entamé en 2019 donc la digitalisation de ses services et a décidé de travailler avec Harmony MD. L'idée, eux, ont décidé de mettre en œuvre une digitalisation globale, pas simplement des données cliniques, mais de l'ensemble de ces processus. Donc, gestion du sang, facturation, données cliniques, analyse, examen, etc. Donc, trois cas intéressants de mise en œuvre de la digitalisation des dossiers de santé qui ont fonctionné. Donc, il y a d'autres cas en cours actuellement en 2020, dont un avec l'hôpital pour enfants de la ville de Mexico, qui a décidé d'entamer sa digitalisation. C'est un exemple intéressant, seulement par son service des urgences, pour limiter son investissement initial, voir son retour sur investissement et sa mise en œuvre, et ensuite l'étendre à l'ensemble de ses services. Donc ça aussi, c'est peut-être une considération à prendre en compte. Les exemples que tu donnes là, Virginie, dans le cadre de leur processus de digitalisation, enfin que ce soit ces trois cas-là ou ceux dont on a parlé avant, ils sont matures, ils ont toujours besoin de services complémentaires. Et aujourd'hui, qui sont leurs fournisseurs de solutions? Ce sont des locaux, des sociétés étrangères? Alors, sur l'Uruguay, le Costa Rica, ils sont matures. C'est vraiment deux exemples, on va dire, de digitalisation de l'ensemble du système de santé réussi sur des pays de plus petite taille. Sur l'exemple de la Fondation contre le cancer, donc ils ont décidé de travailler avec Harmony MD. Sur l'exemple que j'ai pris sur le département des urgences de l'hôpital pour les enfants à la ville de Mexico, ils ont choisi, eux, de travailler avec Medical Wave, un autre fournisseur. Donc, ce ne sont que des exemples et des cas pratiques pour montrer qu'il y a une vraie ouverture et peut-être pas avec ces institutions particulières-là qui ont déjà choisi leur prestataire de services. Néanmoins, il y a beaucoup de structures privées qui sont encore au système papier. Hein. Ça, c'est une vraie réalité aussi, pour le coup. Merci. Donc, on peut parler de quelques initiatives, notamment celle de la Banque interaméricaine de développement, qui a mis en place l'initiative FAIR, qui propose l'adoption responsable de l'intelligence artificielle pour justement améliorer de façon générale les services sociaux, notamment les services de santé, et donc qui va soutenir et même faire des appels d'offres sur des projets en particulier qui vont dans ce sens-là. Et certains de ces projets vont être des initiatives d'e-santé. Et donc, ces partenariats potentiels avec la Banque interaméricaine de développement peuvent être extrêmement porteurs. La ville d'un réseau considérable a accès à énormément d'intervenants ou d'acteurs des écosystèmes de l'e-santé, pour parler de l'e-santé, mais d'autres écosystèmes également. Donc, ça vaut tout à fait la peine d'essayer de proposer quelque chose dans le cadre de certains appels d'offres et de rentrer par cette porte-là. Voilà, encore une fois, l'IA, j'en parlais en introduction, qui est en train de devenir la force technologique dominante dans le cadre de l'e-santé.
si bien qu'un jour, dans quelques années, on pourra difficilement dissocier les deux. l'e-santé deviendra probablement une des applications de l'intelligence artificielle et sera catégorisée comme telle. Ça, c'est quelque chose de très important pour les entreprises qui sont actives dans l'intelligence artificielle. Un autre cas, Virginie, que je te laisse. Oui, deux cas pratiques intéressants qui ont pu mettre en œuvre l'intelligence artificielle pour répondre à une demande concernant la gestion de la santé. Amanda Care, donc en Argentine, qui est une assistante virtuelle qui utilise l'apprentissage automatique pour générer une conversation naturelle avec le patient et identifier la meilleure manière de le contacter. Donc ça, c'est une initiative qui fonctionne et qui a été mise en œuvre par la Fondation argentine pour l'intelligence artificielle. Là, en l'occurrence, en Argentine et sur l'intelligence artificielle, ils ont créé un écosystème pour la promotion, le dialogue et le développement de projets d'intelligence artificielle, donc à appliquer à l'e-santé, mais pas seulement, à l'éducation également et à la sécurité. Donc, ça peut être un partenaire intéressant pour mener à bien des projets de développement sur l'Argentine. Laura, c'est une initiative qui a été menée donc, au Brésil par une organisation sans but lucratif. L'idée était le constat était le suivant, c'était de constater malheureusement qu'il y avait un grand nombre de morts au Brésil pour cause de septicémie. Environ 230 000 patients chaque année décédés à cause de cette infection dans les hôpitaux publics brésiliens. Et cette structure, cette organisation a décidé de lancer une plateforme donc, qui utilise aussi l'intelligence artificielle pour accompagner les équipes médicales dans l'identification précoce des patients qui vont aller vers un état de détérioration qui les amènerait à une septicémie et à une cause de mort probable. Donc, ils traitent chaque année plus ou moins 200 000 patients sur chaque mois, 200 000 patients sur cette plateforme qui informe, grâce aux informations et données cliniques, les médecins en temps réel quand un patient est en train de se détériorer et identifié comme à risque de septicémie. Grâce à cette plateforme, ils ont pu diminuer de 25% le taux de mortalité au Brésil à cause de la septicémie. Donc, c'est une initiative assez incroyable et louable. Opportunité du troisième âge. On a une population vieillissante dans certaines zones en Amérique latine, qui constitue évidemment aussi une grosse opportunité pour certaines solutions de l'e-santé, notamment sur la surveillance et les signaux biométriques qui peuvent être analysés en temps réel, encore une fois par des algorithmes, donc par intelligence artificielle, nourris du big data et donc capable d'établir des corrélations entre certains signes. Actuellement, c'est encore des choses qui sont assez simples, mais demain, probablement, une capacité prédictive beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui, et donc un impact, et donc un business case encore plus porteur. 2 cas encore pour illustrer ça. 2 cas, oui, Geriatrie App en Colombie, qui est une application qui a été développée en partenariat avec le MIT et qui a pour objectif d'aider les médecins généralistes de proximité qui vont visiter à domicile les personnes, les seniors, pour les aider à améliorer leur diagnostic. Ils se sont rendus compte que malheureusement, les personnes
seniors avaient peut-être du mal à exprimer et à partager comment ils se sentaient, quelles étaient leurs douleurs, quels médicaments ils prenaient. Donc, cette app a été développée pour réellement aider le médecin à poser un diagnostic en prenant en compte toute la partie fonction physique, nutritionnelle, pharmacologique et affectif aussi. Donc, c'est quelque chose qui a eu un fort impact en Colombie et qui fonctionne toujours bien. Bon, développé forcément avec le MIT, ça impacte, mais c'est une app mature. Cuidarlos, en Argentine, c'est une app plus simple qui vise à connecter tout ce qui est en besoin d'aide à domicile et les accompagnants des personnes du troisième âge. Donc, faciliter les mises en connexion, d'avoir une personne qui vienne s'occuper de ses parents, etc., les géolocaliser et voir quels sont les différents rendez-vous médicaux. Donc, voilà 2 exemples sur l'e-santé, le troisième âge. Virginie, petite question. Dis-moi. Des applications mobiles dans la e-santé, je pense qu'il y en a énormément. Une des grosses difficultés, c'est d'être finalement utilisé vraiment par les gens. Est-ce que tu as une idée de quand est-ce qu'elles ont été créées et si elles ont été vraiment adoptées et si les gens s'en servent vraiment? Alors, de ces 2 applications, je t'avoue que je n'ai pas la date de création de ces 2 applications-là. C'est un point important que tu as mentionné parce que c'est vrai que dans les échanges qu'on a eus avec différents experts du secteur, ils ont beaucoup insisté sur ce que tu venais de dire en disant « Attention, il est important de prendre le temps d'identifier réellement quels sont les besoins. » pour vraiment quels sont les besoins, d'avoir l'adhésion des professionnels de la santé aussi et que ce soit user-friendly. C'est 3 points majeurs qui nous ont mentionné différents experts du secteur qu'on a pu contacter comme étant 3 points très importants. Donc, tu as raison de le rappeler parce que comme tu le dis, effectivement, il peut y avoir beaucoup d'applications développées, beaucoup d'applications qui restent en phase pilote aussi, finalement, qui n'atteignent pas un niveau de maturité ou de business développement intéressant parce que les besoins n'ont pas été correctement identifiés, parce qu'il y a un manque d'adhésion des professionnels de la santé et que les utilisateurs ne savent pas vraiment et comment l'utiliser. Donc, c'est un point très, très important. Voilà, c'est pas user-friendly. Et si ça ne marche pas comme on souhaite, on s'en sert plus. Voilà, donc non, 3 points aussi très, très importants ici. Ça marche. Merci pour la précision. Sur les opportunités de marché de la télémédecine, voilà, c'est des éléments qu'on comprend et qu'on connaît bien. Le gain de temps, les économies qu'on peut réaliser, c'est les arguments qui vont être le plus porteurs ici en Amérique latine. Voilà, et le fait évidemment qu'il peut bénéficier aux patients dans les zones isolées, on en parlait plusieurs fois, les zones rurales, les personnes à mobilité réduite ou avec peu d'options de transport. Parce que du point de vue des professionnels de la santé, des hôpitaux, tout simplement, ça veut dire étendre leur clientèle à des poches auxquelles elles n'avaient pas accès jusqu'à présent. On va voir encore un cas. C'est trois exemples rapidement de ce qui a pu être mis en œuvre pour permettre aux zones excentrées et rurales d'accéder aux services de santé. Donc, au Pérou, déjà, avant même de penser à des solutions d'e-santé, c'était déjà de leur donner accès à Internet. Donc, ça, c'est une ONG qui s'en est chargée avec la coopération d'universités de développement sur 8 communautés isolées. Il y a beaucoup d'initiatives. Alexis l'a mentionné tout à l'heure avec la Banque interaméricaine
de développement qui est très, très présente hein, sur ces thématiques de développer l'accès des zones rurales et excentrées, leur donner accès à Internet et ce qui permettra la mise en œuvre de solutions e-santé et autres beaucoup plus facilement. Un des autres exemples qui est toujours, là pour le coup, qui fonctionne, c'est le Grupo Fleury, qui est le plus grand leader de la santé au Brésil, qui a mis en œuvre une plateforme de télémédecine, Cuidando Digital, qui permet aux patients et aux médecins et aux patients de pouvoir faire des consultations en ligne et des ordonnances. Et cette plateforme a cartonné et continue de cartonner durant cette crise du Covid. En Argentine, Telemeditar, et ça a été à la base un système de consultation médicale, mais ils ont même développé fin 2020 et c'est en plein essor sur 2021, des systèmes de stations médicales portables qu'ils mettent à disposition dans des dispensaires, dans des églises, dans des petits villages, où là, la station médicale est reliée donc au système de télémédecine et permet, grâce à des caméras HD, de faire donc des des radiographies sur des petites dimensions, des électrocardiogrammes, tensiomètres et glucomètres. Donc là, ils ont même été plus loin que la simple plateforme avec ces stations médicales portables et ils sont en plein développement. Super. Et quelques considérations. Alors, je ne sais pas, des questions jusqu'à là? Oui, c'est ce que j'allais demander à nos participants. S'il y a des questions, si vous souhaitez interagir, surtout n'hésitez pas, hein, c'est le moment. Donc, je ne vois pas de questions apparaître pour le moment. Mais n'attendez pas la fin pour poser vos questions. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à rebondir sur les propos d'Alexis ou de Virginie pour poser vos questions. Écoute, Alexis, je ne vois pas de réaction. Donc, c'est que le contenu pour l'instant est clair. Il n'y a pas de questions, donc je te propose de poursuivre. Bien sûr, très bien. Alors, les opportunités, un petit peu pour synthétiser toutes les choses dont on a parlé. Le secteur hospitalier public et privé, mais donc surtout privé, on l'aura compris, à part les quelques exceptions qu'on a mentionnées. Certains territoires, donc une approche territoriale, pas seulement au Brésil et en Argentine, mais ça peut être des bons points d'entrée pour ce genre d'approche-là. On aura, c'est certain, une cross-pollination, je ne suis pas sûr du mot en français, mais en tout cas, l'e-santé bénéficiera de la croissance très forte des solutions de l'intelligence artificielle. Là encore, ça peut permettre des stratégies adaptées et intelligentes qui arrivent à surfer sur les deux tendances en parallèle. Et puis, le secteur des assurances privées, qui peut être une très bonne porte d'entrée également, parce que, évidemment, les assurances privées, qui sont un secteur considérable en Amérique latine, cherchent en permanence des solutions techniques qui vont leur permettre tout simplement de mieux traiter les clients et surtout à moindre coût. Et donc, toute solution qui peut être présentée et qui va dans le sens des intérêts des assurances va bénéficier de soutien et de partenariats très puissants qui vont accélérer toutes les démarches. Donc ça, c'est une porte d'entrée qu'on a identifiée, donc on pense qu'elle peut être très porteuse également. Quelques clés d'accès, quelque chose à tenir en compte, à prendre en compte, pardon. Donc les grands hôpitaux privés, les instituts et les fondations, c'est des interlocuteurs naturels dans des discussions préalables à avoir pour affiner sa stratégie, pour essayer de mieux sentir le marché. Évidemment, comme dans tous les secteurs d'ailleurs, comme dans la quasi-totalité des démarches d'implantation d'entreprises européennes en Amérique latine, toujours essayer de privilégier des partenariats avec des entreprises présentes locales, avec lesquelles il y a une certaine complémentarité, une synergie à mettre en place. Ça va avoir quelques inconvénients, mais énormément d'avantages.
Et donc, comme première étape, c'est souvent la meilleure solution. L'adhésion des professionnels de la santé, donc des efforts d'évangélisation, voire de lobbying avec certains groupements de professionnels, et par la suite la mise en place de pilotes à petite échelle, à toute petite échelle, qui vont être une base de lancement très, très efficace pour des initiatives plus fortes de plus grande envergure. Se greffer à des initiatives existantes. On va avancer beaucoup plus vite si on a déjà quelque chose qui est en cours de structuration que d'arriver et de commencer par l'évangélisation. On est typiquement sur des cycles de vente longs dans ce secteur-là. Étant donné tous les défis qu'il peut y avoir, je pense qu'il faut essayer de se concentrer sur son cœur de métier, sur véritablement une niche qu'on pense pouvoir occuper de façon très efficace, l'occuper, la maîtriser, prendre des points de repère et ensuite croître, plutôt que d'essayer d'attaquer sur 5 fronts en même temps, ce qui présente pas mal d'inconvénients et de risques. Et comme toujours, mettre en place un service client local, une représentation commerciale, bref, donner à ses prospects et à plus forte raison à ses clients un interlocuteur local, disponible, qui parle sa langue, donc tant l'espagnol que véritablement la compréhension des sujets, de la technicité sous-jacente. Donc typiquement prendre quelqu'un qui a une formation technique sur ces sujets-là et qui est passé plus dans un rôle, un type ingénieur commercial. Voilà. Virginie, je ne sais pas si tu souhaites compléter ce que je viens de dire. C'était très bien, Lexi, tu as très bien. Tu as fait ça très, très bien. Merci, Virginie. Je ne sais que dire. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne vois pas de questions apparaître. Si nos participants en ont, je les invite à se manifester, donc soit par écrit avec le petit chat, soit en levant la main, et puis j'active les micros très facilement. En tout cas, merci, merci beaucoup encore une fois à tous les deux pour cet exposé clair et détaillé. Alors évidemment, tu l'avais dit en préambule, Alexis, on ne peut pas aborder toutes les facettes du marché de la e-santé sur tous ces différents pays. Il y a évidemment des pays dont on n'a pas parlé, mais parce qu'ils ne représentaient pas les principales opportunités. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez aller plus en profondeur pour étudier vos possibilités d'accès au marché, on est à votre entière disposition. C'est très facile post-webinaire d'organiser un call ou une visio avec Nicolas, votre chargé d'affaires, et puis Alexis et Virginie, ou l'un des deux d'ailleurs, mais en tout cas c'est très très facile et j'insiste toujours, alors peut-être lourdement là-dessus, mais n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous. On est à votre entière disposition, que ce soit l'équipe BCI ici en Bretagne, vos chargés d'affaires, mais aussi nos intervenants, nos prestataires agréés à l'étranger. Donc, si vous n'avez pas de questions, là, je ne vois rien apparaître. Donc, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Tu peux peut-être passer sur les diapos d'après, Alexis, pour que les gens voient les coordonnées. Pour trouver les coordonnées de tout le monde à la fin de cette présentation qui sera donc en ligne incessamment sous peu sur BCI Info. Donc, ici, je vous ai mis les coordonnées de Nicolas, puisque c'est lui votre point d'entrée principal côté BCI, à votre proximité. Ensuite, vous allez retrouver les coordonnées de nos collègues en CCI territoriale, principalement pour toute la partie technique et réglementaire. Ils sont vraiment là pour vous appuyer pour vos démarches export. C'est indispensable et ils sont de très bons conseils, évidemment, aussi. Et puis enfin, sur une toute dernière diapo, vous avez les coordonnées d'Alexis pour la partie Latam Bridge. Ben, écoutez, merci. Et évidemment, vas-y, je t'en prie. Non, et évidemment, il y a pour des raisons d'ordre technique, il n'y a pas les coordonnées de Virginie, mais il ne faut évidemment pas hésiter à contacter Virginie directement sur les sujets qu'elle a abordés, qu'elle connaît très bien. Sur un dernier mot, si tu me permets, Karen, pour vraiment vous remercier. C'est un exercice qui a été passionnant de notre côté. C'est des dizaines de conversations avec des experts de ces secteurs-là
nous ont vraiment ouvert les yeux. Donc, sur la genèse de cette semaine du numérique en Amérique latine, c'est évidemment l'identification de grandes opportunités de dynamique très fortes et qui nous a permis de rentrer dans ces écosystèmes et de voir tout ce qui s'y passait. Et donc, j'ai moi-même eu des conversations avec des experts. Virginie en a eu avec d'autres. Des personnes de notre équipe l'ont fait également. Et on a essayé de réaliser une synthèse. Pour compléter ce que tu disais, Karen, évidemment, on pourrait faire un webinaire de 3 heures sur la digitalisation des hôpitaux dans le sud du Mexique, qui est un sujet très vaste. Le champ est énorme. L'ambition de ces webinaires, de celui sur l'e-santé et celui qu'on fera demain sur l'IoT, c'est de donner un aperçu et surtout un ressenti sur l'importance des dynamiques et des opportunités qui existent actuellement et qui souvent ne sont pas perçues en France parce que voilà, il n'y a pas tant de ponts que ça qui existent entre nos continents et c'est vraiment un message qu'on essaye de porter. Il y a énormément de choses à faire et les opportunités sont fantastiques en ce moment. Voilà. Pour conclure, peut-être, du coup, Alexis, comme on a balayé quelques pays, ton conseil, quelle serait la première porte d'entrée, la plus facile ou la plus opportune pour démarrer? Je dirais le Mexique et l'Argentine. Selon le type de produit, une réponse comme ça, il faudrait l'affiner évidemment, ça va dépendre. Le Mexique ou l'Argentine, si l'ambition est d'avoir des grands marchés encore très peu développés sur lesquels on puisse connaître des croissances très très fortes, avec probablement quand même un cycle de vente de l'ordre de 6, 9 ou 12 mois avant que les choses prennent vraiment, parce qu'il y aurait énormément d'étapes. Ou alors, si l'ambition est plus modérée sur le volume potentiel, mais qu'on souhaite avoir des périodes, des cycles de vente plus courts, j'irais plutôt sur des marchés plus petits mais plus mûrs, comme par exemple le Costa Rica et d'autres en Amérique centrale, qui sont plus mûrs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le produit est pertinent et qu'on a la bonne stratégie et les bons interlocuteurs, bingo, ça peut se faire en quelques mois. Je pense que là, on va plus être sur du 3, 4, 5, 6 mois. Mais évidemment, avec un champ d'application plus limité, la population est plus faible, le territoire aussi. Donc, on n'a pas des volumes de vente potentiels. Donc, ça va beaucoup dépendre, comme tout ce qu'on fait chez LatAmBridge. On commence vraiment avec l'entreprise, ses besoins, son budget, sa culture d'entreprise, et on essaye de proposer des stratégies qui sont sur mesure. Donc, ça dépendrait évidemment beaucoup du type de produit ou de solution, et puis des ambitions de l'entreprise. Est-ce qu'elle veut être dans une croissance plus organique? Elle ne veut pas investir des milliers et des cents et elle veut d'abord mettre son pied et voir que les choses se passent à peu près bien. Un petit pays déjà très mûr. Ou alors, elle veut conquérir le monde en commençant par l'Amérique latine. Et là, ça serait plutôt le Mexique ou l'Argentine pour commencer. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je pense qu'il est temps de clôturer ce deuxième rendez-vous de la semaine du numérique. Merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Merci Virginie, merci Alexis, merci Nicolas. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous demain. Je vous donne rendez-vous demain à nouveau à 16h, toujours, pour le troisième webinaire de cette semaine, dédié demain à l'IoT. Donc, et n'oubliez pas, le meilleur pour la fin. Voilà, à demain. À demain. Bonne fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir.